Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mickaël Froger. Je vais vous parler un petit peu de Lengo, de mon parcours assez rapidement, pour ne pas être trop long, et de l'histoire de Lengo, et surtout axé sur l'international, parce que c'est le but de cette présentation, de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait sur la France, et un peu le déploiement qu'on a mis pour attaquer toute l'Europe et aussi le marché américain, et vous raconter un petit peu cette histoire-là, et comment ça marche exactement. Ça rebondit un petit peu sur ce dont vient de vous dire en fait Cédric, qui est sur l'histoire d'une start-up, parce qu'on est vraiment en mode start-up pur et dur, et ça va y avoir beaucoup de points communs entre les deux présentations, vous verrez. Donc assez rapidement, si ça veut marcher, ça marche pas, on va la jouer comme ça. Je suis Mickaël Froger, donc je suis le CEO et également le directeur technique R&D de Lengo. Rapidement, mon parcours, moi j'ai un profil assez atypique dans le sens où je suis un pur autodidacte. J'ai commencé à bosser à l'âge de 19 ans, j'ai eu mon premier ordinateur à 17 ans et demi. J'ai que le bac. J'ai travaillé 3 jours après mon bac. Pour la petite histoire, j'ai eu mon bac, les résultats de mon bac compta, parce que j'étais pas forcément super doué à l'école. Donc j'ai été un petit peu dans les filières un petit peu parallèles, entre guillemets. J'ai eu mon bac le jeudi, le lundi, je bossais. J'ai choisi en fait cette voie-là. Je remercie mes parents pour ça, parce qu'effectivement, c'était pas forcément un choix forcément évident, autant pour moi que pour eux. Maintenant, c'était vraiment un choix de carrière pur et dur, et un peu ce que disait Cédric, c'est-à-dire que moi, je voulais me lancer dans le web. Assez rapidement, je suis parti dans le monde des médias, vers M6, Europe 2, TF1, pour travailler dans les années 99-2000. Donc j'ai vécu, entre guillemets, ce qu'on a appelé le avant-bulle, les années phares d'Internet en France, où clairement, j'ai vécu les tables de ping-pong, les baby-foot, les soirées, comme disait Cédric, qu'on voyait. L'âge d'or d'Internet, j'ai vécu toute cette partie-là qui était extrêmement enrichissante. Parce que, comme disait Cédric tout à l'heure, effectivement, quand vous arrivez à 19 piges, après avoir travaillé dans des structures comme M6, Europe 2, RFM, des groupes Lagardère, vous avez des moyens qui font que vous arrivez à avancer sur des projets très, très rapidement et de manière très enrichissante, parce que vous pouvez, avec beaucoup de moyens et surtout de manière très entourée, développer énormément de choses. Moi, je suis arrivé, j'avais que le bac, donc j'étais intégrateur, parce que je suis un technicien à la base. J'ai eu un cursus assez classique, qui est intégrateur, développeur, chef de projet, responsable technique, directeur technique, DSI. J'ai eu ce parcours-là en à peu près 7 ans. Je pense qu'un cursus classique d'ingénieur SS2I met à peu près 15 ans. Au bas mot, je pense. Au minimum, et s'il est à peu près bon. J'ai créé ensuite ma première société à 22 ans. J'ai décidé d'arrêter en fait, de travailler sur Paris pour créer ma première boîte, qui était une web agency dédiée dans le e-commerce. Ça a beaucoup d'importance, tous ces points-là, parce que ça va résulter tout ce qu'il y a après sur l'histoire de Lengo, qui était vraiment dédié sur le e-commerce pur. C'était créer des boutiques e-commerce en 2002-2003. Vraiment l'avènement, il n'y avait pas encore PrestaShop, il n'y avait pas encore Magento, on développait tout de A à Z. La bulle est arrivée en pleine tête. Moi, je fais partie des gens qui l'ont vécu réellement. Pour la petite histoire, avant la bulle et après la bulle, j'ai divisé mon salaire par 3. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus de VC. C'était extrêmement compliqué. La bulle est arrivée, ma société était un petit peu en danger parce qu'effectivement, c'était très compliqué d'avoir des budgets, etc. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de dire on a échoué, c'est pas très grave, on va retravailler. Et là, je suis reparti sur un cursus très e-commerce qui est parti dans les comparateurs de prix, chez le guide.com, qui est maintenant le leader européen des comparateurs de prix. Et également chez Deux fois moins cher, qui a une place de marché. Et après, une start-up qui monétisait des blogs. Tout ça, ça a son importance sur l'histoire de Lengo que je vais vous raconter après. Parce que tout ce parcours-là va construire petit à petit toute l'histoire de Lengo, autant sur la construction et la naissance que sur les compétences acquises à l'intérieur de la société pour du coup développer et monter la croissance de cette société-là. Alors, la naissance de Lengo, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, mais les journalistes sur les startups aiment bien qu'on raconte des histoires. Et la création d'une histoire, ils aiment bien parce que c'est assez sympa à raconter. Ça commence souvent par des belles histoires. J'aurais pu vous raconter qu'on était dans un garage et qu'on l'a fait à l'ancienne chez les grands-parents et que ça s'est super bien passé après. Bon, en fait, c'est un petit peu moins glamour. C'était plus comme ça. Mon associé, qui est Jérémy Perrault et qui est directeur commercial de cette société-là, c'était ses 30 ans. Moi, j'en avais 29 et on s'est un peu regardés tous les deux. Bon, il était un peu 4 heures du mat, ça c'est vrai. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte une boîte ensemble et est-ce qu'on y va?
Et le projet est vraiment parti comme ça. On s'est dit, on a tous les deux des super boulots. On a une vie de famille qui est super bien. On était tous les deux sur Paris. Et on s'est dit, si on change de vie, autant changer de boulot en même temps, autant changer de projet et autant se faire plaisir vraiment. Et vraiment y aller. Et autant se faire plaisir dans sa vie que dans un projet qu'on va essayer de monter, etc. On est parti également, comme disait Cédric tout à l'heure, avec un risque énorme en quittant, en démissionnant de nos boulots. Et de se dire, on peut complètement louper ce qu'on va faire. Il y a énormément de chances qu'on loupe, mais au moins on aura pris du plaisir à failer, entre guillemets. Et c'est vraiment comme ça que c'est parti. Et assez rapidement, la complémentarité de nos projets a fait que le projet a commencé à se construire réellement. Parce que Jérémy, qui est le directeur commercial et CEO également avec moi de la société, lui est un vrai commercial pur et dur, qui a bossé chez eBay Club, chez leguide.com, et ça a dit tout ce que je disais tout à l'heure, on s'est rencontrés en fait chez leguide.com, et c'est tout le départ en fait de la société, et également en agence, et avec moi un profil très technique, leguide.com 2 fois moins cher dans les médias. On avait une complémentarité qui faisait que moi je pouvais développer quelque chose, lui il pouvait le vendre. Et de là, en fait, la start-up est née parce que c'est le principe même d'une boîte. C'est-à-dire monter une start-up tout seul, c'est possible, mais c'est très compliqué. Il faut toujours s'entourer et surtout avoir un entourage très complémentaire. Et c'est comme ça qu'on a décidé en fait d'y aller et de se dire pourquoi pas faire quelque chose et pourquoi pas monter quelque chose. Après, on s'est dit ouais, c'est cool, on va monter une boîte, mais qu'est-ce qu'on va faire quoi? Voilà. Ok, on va monter une start-up, mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On a bossé chez leguide.com pendant très très longtemps. Alors leguide.com, c'est un comparateur de prix. Et le principe d'un comparateur de prix, c'est que vous allez en fait agréger les produits de tous les marchands à l'intérieur d'un même système. Voilà. Il y a énormément de comparateurs de prix en France, en Europe et dans le monde. Il y a beaucoup de places de marché. Il y a beaucoup de canaux de diffusion, ce qu'on appelle les canaux de diffusion, pour aider les marchands à vendre leurs produits en dehors de leur boutique. Donc concrètement, la Fnac, la Redoute, les Trois Suisses, Verbaudet, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur catalogue produit à tous ces diffuseurs-là. Et par exemple, il est au milieu, il va donner son catalogue produit à Price Minister, qui est une place de marché, dans un format bien particulier. Alors c'est un fichier Excel avec des colonnes qui s'appellent comme ça. Par contre, il va être complètement différent sur Rue du Commerce, que sur eBay, que sur Criteo, que sur leguide.com. Ça peut vite devenir un enfer infini pour les marchands, parce que s'il est sur 20 canaux de diffusion, il a 20 formats à gérer, il a 20 produits à optimiser et 20 choses à s'occuper tous les jours. De là, on s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour les aider, et le moyen de construire quelque chose qui va centraliser tout ça. Et de là est né le projet. On s'est dit, on va développer un outil qui va permettre à la Fnac de nous donner une seule fois son catalogue produit. En temps réel, il appuie sur des boutons et il va vendre sur eBay, il va vendre sur Amazon, il va vendre sur le guide, il va vendre sur Facebook. Au-delà de ça, on a développé des systèmes qui permettent en fait d'optimiser les catalogues produits. Parce que l'iPad, vous n'allez peut-être pas forcément le vendre le même prix sur eBay que sur Amazon, parce qu'il y en a un qui va vous prendre un pourcentage du chiffre d'affaires de 5% et l'autre 7%. C'est des exemples, mais vous n'allez pas optimiser les mêmes produits sur les mêmes canaux de diffusion de la même manière à un instant T. Et de là, on a développé énormément de systèmes comme ça qui ont fait que la solution a commencé à se construire. Et petit à petit, la boîte est née. Après, on s'est dit, comme toute bonne startup, bon, c'est cool, on a un produit, on a une équipe, mais bon, combien on va le vendre quoi? Là, on a commencé à réfléchir à un business model. Alors, c'est un slide assez rapide pour vous expliquer, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est juste la complexité dans une startup de monter ce type de projet-là, parce qu'au-delà du projet, au-delà de toute la complexité de monter une boîte, etc., il faut aussi définir combien vous allez le vendre, et surtout au bon pricing, au bon moment. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, on va faire un abonnement mensuel, qu'on va calquer sur le nombre de produits qui est rentré dans la solution et terminé. Voilà. On prend le nombre de produits, on prend le nombre de diffuseurs sur lesquels vous êtes présent, ça rentre dans une grille tarifaire et tous les mois, le gars, il le paye comme un abonnement mensuel sur Orange ou sur Free Mobile. Ça a un avantage énorme parce que c'est très facile à calculer. Ça a un autre avantage énorme, c'est-à-dire qu'on a une visibilité de chiffre d'affaires assez élevée sur les mois et même les années, parce que vu que c'est un abonnement mensuel, c'est quand même, il y a peu de variations, mine de rien, alors que si on prenait un pourcentage au chiffre d'affaires, il suffit qu'il y ait un marchand qui fasse beaucoup de chiffre d'affaires un mois et pas à l'autre, et du coup, vous avez une variation. Et on a décidé de faire ça. Pour la petite histoire, quand on s'est lancé, on était les seuls à arriver sur ce terrain-là. Tout le monde s'est un peu foutu de notre gueule, entre guillemets, en disant ça ne marchera jamais et c'est de la connerie de faire ça. La petite histoire, c'est que tous nos concurrents, même les Européens, sont arrivés sur ce business model-là. Donc on a plutôt réussi à adapter le business model en fonction des marchands, parce que leur prendre un pourcentage du chiffre d'affaires était une aberration, parce qu'on n'a pas vraiment de création de valeur pure dans la vente de leurs produits. On ne voulait pas faire ça au clic, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un clique sur leguide.com, on prend aussi une commission, on ne voulait pas arriver là-dedans. Donc on a développé ce parti-là. Ensuite, on s'est lancé quoi. Et on s'est dit on y va. On a commencé à développer ça le 1er avril 2009.
moi, j'ai commencé à développer toute la partie technique. En parallèle de ça, Jérémy a commencé à développer toute la partie prospection. Le 1er juin, on mettait en ligne une solution de bêta. Le 1er juillet, on lançait officiellement la société en création pure. Donc, on a été extrêmement vite dans l'exécution. C'était aussi voulu de notre part parce que justement, pour ce côté un peu risque, un petit peu... pas cow-boy parce que j'aime pas trop ce terme, mais on voulait vraiment y aller, se dire on y va vraiment, et puis on n'attend pas 6 mois, essayer de faire une levée de fonds, essayer d'aller voir les subventions, essayer d'aller voir Oseo par-ci, JEI par-là, etc. On s'est lancé extrêmement rapidement. On a enchaîné directement sur le salon e-commerce 2009 qui a validé complètement le concept parce que on a eu très très vite des gros clients, dont la Fnac, Sexy Avenue, Mattel Pro, etc., qui ont vite validé notre projet. Et du coup, on s'est rassuré, on s'est dit, ouais, il y a une vraie place pour le produit. Donc là, on déclenche vraiment l'action et on y va réellement. On a assez vite eu une croissance, aussi bien sur la team. Alors, je mets toujours ce slide en premier parce qu'effectivement, c'est une team avant tout. En 2009, on était 2. En 2010, on est 15. 2011, on est 25. Fin 2012, on sera 75. Donc, on a une croissance au niveau salarié et au niveau équipe de team qui est assez élevée. Qui est nécessaire pour la société. Faut savoir que la boîte est rentable depuis le départ. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, on le fait parce qu'on a la trésorerie pour l'embaucher et on n'a jamais été trop vite dans l'exploitation de ses salariés et des embauches. Ça, c'est une croissance qui est sinon la plus difficile, je pense, à gérer quand vous êtes dans une start-up et surtout quand vous avez à peine 30 ans parce que ça va vite et que du coup, vous n'êtes pas forcément habitué. Moi, j'étais habitué à gérer des personnes jusqu'à 20 développeurs, etc. Quand vous avez 20 salariés, que vous avez toutes les contraintes qui peuvent y avoir à côté, c'est un petit peu compliqué, mais c'est aussi le succès de la boîte parce que le produit est ce qu'il est, la commercialisation est ce qu'elle est. C'est les gars à l'intérieur de ça qui, au quotidien, vont travailler sur le produit, qui vont aider les marchands, les développeurs qui vont développer cette partie-là, les autres commerciaux qui vont vendre. C'est surtout cette team-là qui fait le succès. De toute façon, toute start-up, c'est l'équipe qui fait le succès. C'est ce que disait Cédric tout à l'heure, et c'est l'avantage de bosser dans ce type de boîte. Parce que vous avez vraiment la sensation de participer au projet. C'est-à-dire que nous, notre premier salarié, j'étais encore hier en entretien annuel avec lui, bah, il est content parce qu'il voit la boîte évoluer, il a une vraie importance dans la société parce qu'il voit son travail qui tous les jours aide la boîte à monter comme ça. Et c'est vraiment une sensation assez particulière et qui est vraiment enrichissante quand vous bossez dans ce type de boîte. Quelques chiffres rapidement. Lengo est une solution technique, donc on est extrêmement R&D. Je sais que je ne suis pas dans une école d'ingénieur, donc je vais passer assez rapidement, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va indexer 60 millions de produits par jour, plus de 15 000 flux, et on traque 1 million de produits. Alors ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est des charges qui sont extrêmement élevées, ce qui fait qu'en fait on a besoin de technologie à l'intérieur, qui fait le cœur du produit de Lengo et qui fait en fait sa richesse, qui nous permet d'indexer quasiment la population française en termes de produits tous les jours. Tous les jours, on va prendre les produits de la Fnac, de la Redoute, de tout le groupe La Redoute, des 3 Suisses, d'Auto, etc. et on les envoie un peu partout. Donc ça implique aussi une responsabilité assez forte, parce que quand vous bossez avec des gens comme la Fnac ou La Redoute, si vous tombez, ce qu'on appelle tomber dans le milieu des startups, c'est-à-dire que si votre service s'arrête ne serait-ce 5 minutes, il faut vite prendre un avion et essayer de partir aux Bahamas quelque part où on ne va pas vous retrouver parce qu'il va vous arriver quelques problèmes. Donc ça implique une responsabilité assez énorme et qui au quotidien est calée par énormément de développement. On a également une évolution de CA qui va illustrer en fait la partie croissance internationale tout à l'heure. En 2010, on fait 504 de chiffre d'affaires. Cette année, en 2011, on a fait 1,6 million. On prévoit de faire 4 millions cette année. On a une croissance assez élevée sur cette partie-là qui triple quasiment, voire plus que ça chaque année. De par l'ouverture de chacun des pays, on va essayer en fait d'arriver sur ces chiffres-là en 2012. C'est un vrai objectif, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est clairement l'objectif de Lengo qui est l'international et toute l'exploitation européenne et nord-américaine. Quelques références clients qu'on a depuis 2009. On s'est amusé à faire un petit panel qu'on va d'ailleurs officialiser dans pas très longtemps. On a à peu près 90% du top 50 e-commerce français. C'est-à-dire qu'on a énormément de grosses références qui font appel à nous de par la robustesse technique, mais également par la richesse des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'en fait, on permet par exemple aux 3 Suisses, à MyFab, à Bruno, à tous ces gens-là d'aller extrêmement loin dans la diffusion de leurs produits et surtout dans l'analyse de leur rentabilité, puisque Lengo, ce n'est pas uniquement de push de produits, on va également analyser tous les retours de rentabilité. Donc on est capable de dire à la Fnac, tu as vendu tant d'iPad ici, à tel moment,
voici ton panier moyen, voici ton retour sur investissement, est-ce que tu es rentable ou pas, est-ce qu'il faut désactiver automatiquement ce produit-là, etc. Et les clients, c'est ce qu'ils cherchent avant tout, c'est-à-dire qu'ils cherchent à vendre, mais ils ne veulent pas vendre s'ils ne sont pas rentables forcément. Donc tout l'outil va naturellement, soit de manière manuelle par le client, soit de manière automatique par nos algorithmes développer toute cette partie-là. On va revenir vraiment au sujet, c'est vraiment notre vrai défi sur l'international. On a lancé l'année dernière l'Amérique du Nord. En octobre 2011, on a ouvert un bureau à Montréal avec une stratégie assez particulière. On a envoyé Virginie de Malavoie, qui est devenue notre country manager là-bas, qui est l'ancienne directrice commerciale de Shopping.com, qui est un gros comparateur de prix américain et également européen, qui est rattaché à eBay. Ça fait partie du groupe eBay, avec eBay, PayPal, Shopping.com. Et on a décidé en fait d'ouvrir ce pays à Montréal avec une stratégie assez particulière qui est d'observer le marché américain de là-bas. Lancer une boîte aux US est extrêmement coûteux et extrêmement risqué parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste, Cédric pourra peut-être rebondir, mais je pense personnellement que vous vous lancez une fois aux US en étant européen, pas deux. C'est très très compliqué d'arriver sur un marché, de complètement se ramasser, de revenir et de retourner plusieurs années en arrière. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était observer le marché, déjà sur un marché francophone, qui est le marché canadien, qui pour nous a été mis en place en moins de 2 semaines parce que c'est la même langue, on est déjà au UK, etc. Donc c'est extrêmement simple d'y aller. Et c'était également surtout une stratégie pour observer le marché américain et essayer de regarder où se positionner en termes d'implantation, parce que quand vous êtes aux US, la différence de canaux horaires est tellement importante qu'il est très important de savoir où est-ce que vous allez positionner. Est-ce que vous allez à SF, est-ce que vous allez à New York, est-ce que vous allez à Chicago, Seattle, etc. Donc rien que ça déjà est un vrai défi. Et ensuite de voir tout simplement s'il y avait un marché. Est-ce qu'en 2012, c'est intéressant pour Lengo d'aller sur ce marché-là ou pas? Est-ce que c'est pas trop mature? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'on manque de moyens? Est-ce que le marché a besoin de Lengo? Parce qu'il y a aussi un état de fait, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur projet de la Terre avec le meilleur prix qui soit. Potentiellement, il y a peut-être des gens qui n'en ont pas besoin. Et ça arrive très souvent. Donc la stratégie a été celle-ci. Pour l'instant, ça marche plutôt bien parce qu'on commence à vraiment s'implanter aux US et commencer à regarder et à taquiner un petit peu ce marché-là. On va commencer à observer ça et fin 2012, prendre une décision de savoir si réellement on s'implante physiquement aux US ou si on attend encore un petit peu et on voit ce qui se passe. Depuis cette année-là, on a eu rapide avec une stratégie assez particulière. Quand moi je suis parti au Canada, monter la filiale, la vraie filiale à Montréal, je suis revenu et j'ai dit plus jamais on fait ça. Parce que c'est tellement difficile de monter une filiale, etc. Même si vous êtes adossé à des experts comptables, avec des Ernst, etc., qui sont partout, avec des bureaux d'avocats qui puissent, c'est vraiment très chronophage et très compliqué. Donc ce qu'on a décidé, c'était plutôt que d'ouvrir en fait un bureau à Londres, un bureau à Berlin, à Munich, à Barcelone, à Madrid, à Dublin, à Stockholm, etc. On prend un bureau parisien, on prend 500 mètres carrés, on centralise tous les pays européens à l'intérieur avec des natifs et on lance chaque pays depuis Paris. Et c'est ce qu'on a fait depuis février, où on a ouvert depuis février 12 pays. Et à l'heure actuelle, on est présent Benelux, Suisse, Espagne, Portugal, Brésil, Suède, Danemark, Allemagne, Angleterre, Pologne. Tout ça a été ouvert depuis février. On a une croissance qui fait qu'on ouvre un pays quasiment par semaine, ou toutes les 2 semaines s'il y a des ponts. On va essayer d'aller sur quasiment tous les pays européens à terme avec une stratégie qui prend un country manager, c'est-à-dire qu'en fait on prend un country manager par pays, on prend 3 sales dédiés et on envoie le pays en termes de prospection. Chaque recrutement qui est fait chez nous sur ces parties-là sont déjà des natifs, ce qui est extrêmement important. Soit double nationalité, soit natif, d'où l'utilité d'aller à Paris parce qu'il y a énormément de personnes là-bas. Nous, on est à Nantes initialement. Aller chercher un commercial spécialisé dans le web, qui connaît le e-commerce et qui connaît tous les acteurs et qui est suédois, c'est une problématique qui est un peu difficile à résoudre à Nantes. À Paris, c'est déjà beaucoup plus simple. Pour ça, bien sûr, il faut se faire accompagner et on n'a pas d'autre choix que de se faire accompagner. Nous, quand on est parti sur ce terrain-là, qui était vraiment l'internationalisation pure et dure, on a eu un vrai choix qui n'a pas été évident chez Lengo, qui a été est-ce qu'on lève des fonds ou pas? Et c'est une décision qui n'est pas forcément évidente parce que ça implique énormément de choses de lever des fonds. C'est un vrai changement de vie et de changement de boîte. C'est-à-dire que nous, on va tripler quasiment l'effectif
entre l'ouverture de la France, rester uniquement sur la France, pardon, et l'ouverture de tous les pays. Donc ça a des vrais changements, aussi bien management que les équipes qui restent à Nantes, etc., et aussi bien au niveau de trésorerie. Et de ce fait, on s'est adossé à Alven Capital l'année dernière au 1er juillet, donc on a fêté les 2 ans avec cette levée de fonds d'1,2 million qui est dédiée uniquement à cette exploitation européenne. C'est-à-dire que la société est rentable tous les mois, donc on n'a pas besoin de fonds de trésorerie. C'était uniquement dédié pour financer en fait tous les commerciaux, financer les implantations, financer le matériel, financer les salons, financer les voyages, etc. Un autre élément important a été l'arrivée de Nenad Cvetkovic à la tête de la direction européenne de Lengo. Donc lui pilote toute la strate européenne commerciale de Lengo, c'est notre directeur opération Europe, qui est un ancien d'Affilinet. Alors Affilinet, peu de personnes je pense connaissent, et je crois la 2e plateforme européenne de régie d'affiliation allemand, derrière Zanox, CJ, qui est une très très grosse plateforme d'affiliation, et c'était voulu d'aller convaincre cette personne-là de venir chez nous parce qu'elle avait cette expérience-là d'expansion européenne. C'est-à-dire que c'était le directeur Europe de cette boîte-là. Il a ouvert une 20aine de pays, c'est un ancien de 01net, etc. Et ça aussi, ça a été un vrai choix très très pas complexe pour nous parce qu'on l'a fait naturellement, on l'a voulu, mais c'est une vraie remise en question parce que cette personne-là est beaucoup plus âgée que nous, a beaucoup plus d'expérience que nous. Et de ce fait, c'est une énorme remise en question. C'est-à-dire que quand vous incorporez quelqu'un avec vous, à côté de vous, en termes de décisionnel sur la strate de la boîte, c'est compliqué, quoi. Parce que vous pouvez très bien dire, bon, en fait, je vais décider de tout, etc. Et ça fait partie aussi des ADN des startups, c'est la remise en question énorme que vous devez toujours avoir. Parce que ce n'est pas parce que vous réussissez à faire quelque chose comme nous, on a réussi à faire en France, qu'on va réussir en Europe. En Europe, sans quelqu'un comme Nenad et adossé à un fonds comme Alven, on ne peut pas réussir, ce n'est pas possible. Parce qu'on n'a pas le réseau, parce qu'on ne connaît pas les pays, on ne sait pas comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que l'Espagne a des modèles de commercialisation qui sont complètement différents des Italiens et des Suédois ou des Danois. Même les Suédois et les Danois, ils fonctionnent complètement différemment. Du coup, il faut cette expérience-là. Et de ce fait, c'est vraiment quelque chose de particulier et qui est propre aussi aux ADN des startups, d'être capable de pivoter, comme disait Cyril tout à l'heure, puisque nous, cette décision-là, on l'a prise quasiment en 2 mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on a plié cette histoire-là. On s'est dit, on lève, on part, on embauche et on y va. Et ça, c'est cette faculté en fait d'aller très rapidement, parce que si on ne va pas aussi rapidement, bah, y a tous vos concurrents qui vont arriver, il y a tous les mecs qui vont se lancer dans les pays avant vous, et de là, ça devient déjà tout de suite un peu plus compliqué d'y aller. L'avenir, de manière assez honnête et assez difficile, entre guillemets, on a toujours dit chez Lengo qu'on ne serait jamais 20. On a toujours dit qu'on lèverait jamais d'argent, on a toujours dit qu'on partirait jamais de Nantes et qu'on n'irait jamais en Europe. Donc c'est difficile de prévenir l'avenir parce que toutes les barrières, on les saute une par une, parce qu'on a levé des fonds 2 fois, parce qu'on est dans 14 pays maintenant, on va arriver à 70-75 avant la fin de l'année, on ne sait même pas où on sera. Donc on n'a qu'une seule certitude en fait, qui est qu'on veut devenir en fait le leader de la gestion de flux en Europe, et c'est vraiment là où on veut aller. C'est-à-dire qu'en fait, on a un acteur en fait américain qui est là, qui est posé, qui pilote toute l'Europe, qui s'appelle Channel Advisor, qui doit faire 25-35 millions de dollars par an de chiffre, donc qui est assez loin. Et là, on a pris la décision de se dire, on va aller le chercher. On va vraiment aller le chercher et de se dire, on va vraiment le doubler, ne pas être deuxième, très bon deuxième, et être comme ça et attendre entre guillemets un rachat par je sais pas qui, voire par lui. Nous, ce qu'on veut, c'est le doubler. Et potentiellement, s'il y a des gars qui veulent aller chercher ce gars-là, ce sera nous et pas lui. Et c'est un vrai état d'esprit à prendre, parce qu'un matin, vous vous levez et vous dites, bon, on y va vraiment. Et on rattaque, entre guillemets, la traction. Ce qu'on appelle la traction dans les startups, c'est cette faculté où Guillaume vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais où vous êtes bien, vous êtes sur une pente ascendante, il y a les clients qui arrivent, il y a les gars qui veulent venir chez vous, il y a tout le monde parle un peu de vous, etc. C'est cette faculté d'aller encore plus vite et de encore avoir cette traction qui va encore accélérer les choses, où vous allez vraiment monter comme ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là où on veut aller, entre guillemets. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Peut-être, c'est peut-être même sûr. Maintenant, c'est un peu comme le début de Lengo, c'est-à-dire qu'avec Jérémy, on s'est dit, on va y aller, on verra bien, au moins on ne regrettera rien, et si jamais ça se passe bien, tant mieux pour tout le monde. Mais on s'est réveillé un matin en se disant, on a moyen d'y aller, il y a la place, on a moyen de lever des fonds pour y arriver, on a moyen de recruter les personnes pour y arriver, on a un produit qui est en place, on peut concurrencer ces gens-là. Pourquoi on n'irait pas, quoi? Pourquoi on n'irait pas? C'est con. C'est-à-dire que se dire, c'est un peu les Américains qui disent think big, et c'est exactement le cas. C'est-à-dire que se dire à un moment donné, vous êtes capable d'aller chercher quelque chose. Les startups françaises et européennes ont un petit peu plus de mal que les Américains à voir ça, qui est qu'eux, tout de suite, ils disent toujours, on va conquérir le monde et on va y aller, et puis on sera les meilleurs.
Nous, on a un petit peu plus de mal. C'est-à-dire qu'on se dit, si on arrive déjà à être leader en France, bah, écoute, ça sera super bien. Et puis, si on peut se faire racheter par une grosse agence, tant mieux, quoi. C'est cool. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer sur cette partie-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mickaël. On va rapidement passer aux questions du public, si vous en avez. Bonjour. Moi, c'est mort. J'aurais juste voulu savoir comment vous gériez la concurrence. Est-ce que vous aviez une cellule veille à temps plein qui regardait vos concurrents ou est-ce que vous les laissiez venir Alors, on n'a jamais regardé ce que font les concurrents et on se refuse de le faire. Il ne faut surtout pas faire ça. Par contre, on a 2 rétros, voire 3. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde toujours un petit peu ce qui se passe. Nous, on a un objectif qui est comme ça et d'y aller. C'est compliqué de regarder les concurrents parce que vous allez forcément vous dire « Ah, c'est peut-être pas mal ce qu'ils ont fait. Ah, pourquoi on n'irait peut-être pas là-dessus, etc. » Alors que les mecs, ils font des conneries, mais c'est n'importe quoi. Nous, l'exemple qu'on a souvent, c'est qu'on a un concurrent direct qui est né en même temps que nous, un peu la même structure de boîte, 25-30 ans, les gars sortis de l'école, on y va. Les mecs ont lancé 3 pays, 1 mois après être sortis en France. Si tu regardes la concurrence et que tu te dis « Il faut vraiment y aller, tu es un peu en stress et que tu n'analyses pas des masses bah, », tu fais pareil. Sauf que les gars, ils avaient validé aucun projet, aucune référence client dans leur propre pays. C'est-à-dire que les gars ne sont même pas leaders ou entre guillemets bien placés dans leur pays avec une assise financière qui fait qu'ils peuvent y aller. Ils sont déjà partis en fait. Donc c'est très compliqué d'aller regarder les concurrents parce que si vous êtes trop focalisé dessus, vous pouvez potentiellement faire les mêmes erreurs qu'eux. Et il faut toujours regarder ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont regarder, mais il faut toujours garder sa ligne de conduite. C'est-à-dire que la remise en question est toujours nécessaire. Mais on dit toujours que le premier instinct est le meilleur et c'est un peu vrai dans la concurrence, quoi. Merci. Donc merci. J'aurais souhaité savoir, au tout départ, quand vous êtes lancé, donc il y avait un intégrateur et un commercial. Est-ce que vous seriez senti de vous lancer si jamais vous avez été un intégrateur, un designer ou 2 intégrateurs, par exemple ? Non, parce que il faut toujours une force commerciale, toujours. Parce que même si vous êtes bon en pitch, vous arrivez à bien vendre, etc., c'est pas votre métier. Vous n'êtes pas là pour ça. Et la valeur que vous allez avoir dans la boîte, elle est extrêmement importante et il faut la garder à 100%. On dit toujours que si toi, tu es designer, ta création de valeur, c'est de designer l'interface. C'est pas de faire le commercial. Si tu es développeur, ta création de valeur, c'est de coder et d'y aller et de proposer le meilleur produit. Ta création de valeur, elle est là. Elle n'est pas forcément à aller faire le pingouin en rendez-vous, etc. Parce que tu n'es pas habitué à faire ça. Généralement, on n'aime pas ça. Généralement. Et c'est pour ça qu'il faut forcément des profils complémentaires, et notamment sur l'aspect commercial. Moi, je vois souvent des gens arriver justement vers moi en me disant bah, « Moi, j'ai un super produit au marketing, etc., commercial. Par contre, je n'ai pas de technique, je vais passer par une agence, etc. » Stop, on arrête. Parce que il faut forcément quelqu'un qui va être capable de développer votre produit en interne, ou tout du moins le piloter et d'arriver à bien gérer les choses, etc. Quelqu'un qui va le vendre et quelqu'un qui va le marketer. Si vous avez ces compétences-là en interne, c'est possible. On a vu trop de boîtes arriver où il n'y avait que des ingés à l'intérieur. Bah, le problème, c'est que si vous avez 4 barbus à l'intérieur qui vont vous développer le meilleur produit de la Terre, etc., déjà, il va être moche. Voilà. Deuxièmement, marketing 0. Et troisièmement, commercialement, aller voir des grands comptes avec 3 barbus, avec des t-shirts ACDC, c'est moyen. Je fais un peu une caricature parce que moi, je suis un développeur, je ne suis pas comme ça, mais c'est un peu le cas. Et comme l'inverse est vrai, avoir que des commerciaux n'est pas bon parce qu'il faut forcément une complémentarité, une polyvalence à l'intérieur des startups. C'est aussi ce qui fait la recherche des startups. Et ce que disait en fait Cédric tout à l'heure, c'est que justement, quand vous arrivez, vous êtes designer, ce qui est cool, c'est que vous pouvez discuter avec ces gens-là pour dire ah, bah, comment tu fais ça. Et du coup, vous apprenez énormément, c'est-à-dire que vous apprenez à vendre. Moi, je ne suis pas du tout un commercial. Ça fait 12 ans, 13 ans que je bosse. Bah, du coup, j'arrive parfaitement à aller en rendez-vous et pitcher, etc. parce que j'ai appris potentiellement tout le temps, tous les ans, etc. Les mecs me montraient, etc. Je ne suis pas designer, mais toute l'interface de Lengo, etc. à la base, avant qu'on ait un designer en interne, c'est moi qui les ai fait, etc. Ce n'est pas top, mais c'est grâce à cette expérience-là passée tous les ans qu'on arrive à acquérir ces connaissances. Merci Mickaël. Merci.